Dans les news que je voulais vous présenter, il y a justement ce documentaire là de HBO qui est sorti sur, Bitcoin et qui est Satoshi, qui était censé, dévoiler le nom de Satoshi. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, j'ai pas pris le temps encore de le faire, mais pour moi, il y a eu énormément de spéculation qui étaient autour de tout ça. Il y a certaines personnes qui ont commencé à écrire des articles en disant: «L'impact que va avoir ce documentaire quand il va révéler le nom de Satoshi», et ce qui est assez drôle quand on regarde, les retours qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu plusieurs noms qui ont été cités. Il y a eu un nom qui s'appelle, Peter Todd, qui, lors d'une interview, a un peu vanné sur le fait qu'il était Satoshi, comme l'ont fait plein d'autres, et eux, ils l'ont pris au premier degré, en fait. Ce qui fait que ça avait, un peu fait une émulsion dans la communauté, et après, il a dit: «Non, non, mais il l'a complètement démenti, et surtout, il y a pas les preuves», et ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait, le seul moyen de savoir qui est réellement Satoshi, c'est déjà une personne, c'est un groupe de personnes, que ce soit un homme, que ce soit une femme, qui soit vivant ou pas. Aujourd'hui, on n'a même pas ces informations-là. Ils ont des espèces de pistes qui vont dans certains sens. Et après, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'en fait, la seule manière de savoir qui est réellement Satoshi, c'est de prendre le premier wallet qui a été créé par Satoshi et lui demander de signer quelque chose. Rien de plus simple. Et encore, à partir de là, on pourrait dire qu'il a été transféré, ce wallet, ou du moins que les clés de sécurité ont été transférées. Donc ça ne prouverait même pas l'existence, ou en tout cas le fait que ce soit une personne ou une autre. On aurait quand même beaucoup d'indices, beaucoup de pistes. Aujourd'hui, on connaît ceux qui sont près du noyau dur de Satoshi, les premières personnes à avoir échangé avec lui, les premières personnes qui ont commencé à construire sur l'écosystème, mais on n'a pas de pistes sur, réellement le créateur du Bitcoin. Et donc ils ont essayé un petit peu de jouer sur ça, et quand on regarde le teasing du documentaire, ici, ils ont mis à peu près toutes les personnes. Avec Satoshi Nakamoto, ils ont mis à chaque fois le nom des personnes et Satoshi Nakamoto en face, histoire de dire en fait que c'était juste du teasing et qu'ils ont bien vendu leur documentaire. Tant mieux, hein. HBO a fait de l'argent, je pense, avec tous les abonnements qu'ils ont dû récupérer à ce moment-là. Et ce qui m'a encore le plus fait rigoler, c'est qu'en fait, sur Polymarket, qui est une plateforme sur laquelle on peut aller faire des paris, et il y en avait une qui était sur les élections américaines, qui a pris pas mal d'ampleur. Et là, c'était justement sur le nom qui serait dévoilé dans ce documentaire. Beaucoup pensaient que c'était, Adam Back, qui est le fondateur de Blockstream, qui permet de développer, Bitcoin, qui est vraiment un des noyaux durs du développement de Bitcoin et qui était un des premiers développeurs au sein de la communauté Bitcoin. Il y avait eu le nom de Nick Szabo qui avait été remonté, qui avait été mis en avant parce que c'est une des premières personnes à avoir conceptualisé les smart contracts. Il y a déjà de ça, plusieurs dizaines d'années. Et donc, c'est assez intéressant de voir comme ça tous les noms qui remontent. Et donc, je vous invite à me dire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Voir si ça vaut le coup de le regarder ou pas. Il y a eu des documentaires qui avaient été faits par Arte, qui étaient plutôt pas mal sur la conception. Ça abordait assez bien les choses. Et voir l'impact que ça peut avoir, en fait, ce type de documentaire. Disca qui parle, je pense, du bureau des légendes. Si tu as le temps, dans l'épisode 5, saison 4, je serais curieux d'avoir ton avis. Ils détaillent beaucoup leur taf sur la traque via le cyber. Je regarderai. Je regarderai, je te ferai un retour avec grand plaisir. Dans le chat, il y a personne qui l'a vu là, le documentaire, sur Bitcoin? Pourtant, je sais qu'il y en a qui sont vraiment, passionnés de la chose. P2R qui dit: «Un peu de pub pour le BTC, cool». Ouais, effectivement, c'est plutôt pas mal, c'est toujours ça de prix. Et puis surtout, ça permettra à toutes les personnes qui se font une idée aujourd'hui encore, assez bizarre du Bitcoin, de dire que, bah, il y a des vraies personnes qui développent derrière, il y a une vraie économie, il y a un vrai mode de fonctionnement, et c'est pas uniquement des escrocs, pardon, dans, certains coins. À voir comment ils l'ont vendu. Je l'ai pas du tout regardé. Rodney qui dit: «J'ai entendu parler, apparemment le docu vaut rien». Ouais, bah, après, moi je m'attendais à rien d'exceptionnel, hein. C'est que les gens ils ont surfé sur la vague parce que ça faisait parler et puis que ça fait vendre du papier, mais je m'attendais à rien d'exceptionnel. À voir. Peut-être ça aurait été plus pertinent de faire vraiment un docu sur le Bitcoin, mais ça aurait été beaucoup moins vendeur. Des nouveautés dans la DeFi, très curieux de voir tout ça. On va apprendre le rapport et on en reparlera, avec plaisir juste après là. Je finis de présenter un peu les news, on échange un peu ensemble et puis je vous présente ça, ouais.
Il sera en rediff le documentaire ou la vidéo? Parce que là, sur YouTube, c'est en rediff, dès que j'ai fini le live et après, sur le documentaire, il est en accès, hein, sur HBO. Je crois qu'on peut le payer pour y accéder. Attendez, je vais regarder Documentary. Je pense que sur le site de HBO, on doit pouvoir, en vidéo à l'allemande ou un truc dans ce goût-là, on doit pouvoir y accéder. Épisode, attendez, je vais vous partager mon écran. Parce que là, on peut s'enregistrer, c'est celui-là de documentaire. Hop. Je pense que via le shop. Ah, mais ça, c'est produit origine. Ok, non, mais c'est pour regarder des films. C'est une plateforme que j'utilise pas du tout. J'avoue que le peu de séries que j'ai regardées de HBO, je les ai pas regardées sur plateforme officielle, donc bon, ça cherche pas trop. Mais s'il y en a qui savent comment fonctionne HBO, mais je pense qu'il y aura une rediffusion où elle est déjà accessible, hein. Ils vont pas s'amuser à la diffuser une fois et puis qu'il y ait plus rien. Ça a coûté tellement cher de le faire. Fabrice qui dit: «J'espère qu'on ne connaîtra jamais Satoshi». Ça dépend. En fait, il y a des choses qui sont impactantes. Si demain on découvre l'identité de Satoshi, mais que la personne est décédée, ça aura pas d'impact, en fait. Ça va dévoiler un petit peu le mystère qu'il y a derrière Bitcoin, mais ça aura pas d'impact. Par contre, si Satoshi aujourd'hui est encore vivant et que son identité venait à fuiter et vraiment que ça soit avéré, qu'il y ait des preuves, que tout soit tracé et autres, le problème, c'est qu'il pourrait y avoir des pressions qui seraient trop importantes et ça serait mauvais pour Bitcoin, de manière globale. Après, aujourd'hui, tout le monde connaît l'identité de Vitalik, qui est pourtant, le fondateur et le pilier d'Ethereum et il y a une certaine pression qui lui est mise et pourtant il arrive à maintenir un certain équilibre. Donc c'est aussi à voir. Ça permettrait d'avoir une tête de gondole qui permettrait de faire évoluer plus rapidement peut-être le projet, trancher certaines décisions qui des fois mettent énormément de temps. Mais c'est aussi cet aspect décentralisation. Dire que parce qu'on ne connaît pas l'identité de Satoshi Nakamoto, le projet peut vraiment évoluer par lui-même et il n'est pas censurable. Et demain, s'il venait à décéder alors qu'il est connu, ça aura un impact automatiquement sur le prix. Demain, Vitalik vient à décéder, ça va avoir un impact qui est énorme sur Ethereum. Donc, il y a des choses bénéfiques, il y a des choses qui le sont moins bien. Moi, j'espère effectivement qu'on ne le trouvera jamais, ou si on le trouve, qu'il soit déjà décédé. Comme ça, il n'y aurait pas d'impact sur le Bitcoin en lui-même. Parce que je pense qu'il mérite aussi d'avoir un petit peu le retour de tout ce qui lui a été fourni. Peut-être qu'un jour, quand il décédera, il y aura peut-être une communication qui sera faite. Peut-être qu'il a programmé quelque chose pour que automatiquement ça apparaisse une fois qu'il décède. À voir, ou quelqu'un qui accédera à son portefeuille, ou il y a plein de choses à prendre en compte. Après, la problématique, c'est qu'il a encore quand même beaucoup de BTC dans ses portefeuilles et demain, on connaît son identité, certains gouvernements commencent à faire pression, ça peut avoir un impact qui est majeur sur le prix parce qu'il va déplacer du BTC et donc les gens vont avoir peur. Donc c'est pour ça, à mitiger, mais je suis plutôt de ton avis. Je préfère en fait qu'il reste, méconnu et qu'on garde cette philosophie derrière le Bitcoin, en fait. D'accord avec toi, mais Ether et BTC ont pas la même philosophie? Non, ils ont pas la même philosophie sur l'application et le mode de fonctionnement d'une blockchain et autres. Après, je pense que sur le fait de la décentralisation, sur la technologie et sur l'évolution du secteur crypto, ils ont une vision qui est vraiment parallèle. En fait, pourquoi Vitalik a développé Ethereum? C'est tout simplement parce que Bitcoin ne pouvait pas développer de smart contract. Mais après, il était en accord avec la philosophie de Bitcoin. Il y a certaines choses où, par contre, il a dû trancher parce qu'il a préféré l'évolution d'Ethereum à la pureté du code. Quand on a eu le fork entre Ethereum et Ethereum classique, c'est ni plus ni moins qu'il y a eu le piratage de The DAO et qu'il a fait le choix, lui, de rembourser les utilisateurs, alors que d'autres souhaitaient uniquement dire bah, la blockchain a été piratée, c'est comme ça, on continue avec. Et quand on voit l'Ether classique aujourd'hui et Ethereum, on voit qu'il y a quand même une grosse marge. Donc, ils ont quand même des points de cohésion. Ils ont une vision qui est quand même globale et qui est commune. Après, c'est des divergences d'opinion sur les fonctionnalités et sur l'évolution.
Bitcoin a plus vocation à être une réserve de valeur, alors qu'Ethereum a plus vocation à développer la technologie autour de la blockchain. Donc, c'est 2 visions complètement différentes et les 2 sont complémentaires, en fait. Mais je pense qu'ils travaillent vraiment sur cet aspect décentralisation. Que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum, ils veulent absolument éviter qu'il y ait un tiers de confiance qui ait cette capacité à censurer des choses, en fait. Ils sont obligés de mettre des garde-fous, ils sont obligés de ne pas laisser rentrer tout et n'importe quoi, mais ils ont c'est vraiment cette finalité-là et donc je pense que c'est plutôt une bonne chose.